et le procès de Nuremberg. C'était une robe noire, vertigineuse, une robe qui dévoilait la chute de rein la plus célèbre de l'histoire du cinéma français dans les années 70. Cette image a fait de Mireille d'Arc un fantasme national, une icône de liberté et de légèreté. Le monde entier voyait en elle la grande sauterelle, cette blonde solaire au sourire éclatant qui semblait traverser la vie sans jamais toucher le sol. Mais ce que le public ignorait, ce que les caméras ne montraient jamais, c'est que sous cette soie noire qui glissait sur sa peau se cachait une réalité bien plus sombre. Juste de l'autre côté de ce corps adoré sur sa poitrine courait une longue cicatrice, la marque indélébile d'un cœur qui, depuis sa naissance, battait à contretemps. Bienvenue sur la chaîne Icônes à silence, où nous explorons les vérités cachées derrière les légendes. Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement parler d'une actrice ou de l'ancienne compagne d'Alain Delon. Nous allons vous raconter l'histoire d'une survivante, une femme qui a passé sa vie à sourire devant les objectifs tout en menant un combat silencieux et acharné contre la mort, contre les préjugés et contre une industrie qui ne voulait voir en elle qu'une belle poupée. Beaucoup pensent tout savoir de son histoire d'amour mythique avec le guépard Alain Delon. On a dit qu'ils s'étaient séparés parce que l'amour s'était éteint. C'est faux. La vérité est infiniment plus cruelle. Avant de nous quitter, Mireille d'Arc a brisé le silence sur les véritables raisons de ses sacrifices. Elle a évoqué 3 douleurs, 3 blessures invisibles qu'elle n'a jamais pu pardonner totalement. Mais pour comprendre pourquoi elle a accepté de sacrifier son droit d'être mère, pourquoi elle a choisi de risquer sa vie pour un homme, il faut remonter bien avant la gloire. Il faut revenir à ce jour terrible de son enfance où une simple phrase prononcée par son propre père a failli la briser à jamais. Qu'a-t-il bien pu lui dire pour qu'elle se sente toute sa vie durant comme une intruse dans sa propre existence? La réponse à cette question est la clé de tout son destin et nous allons la découvrir ensemble. Pour comprendre la femme, il faut regarder la petite fille. Imaginez Toulon dans les années 50, l'atmosphère étouffante de l'arrière-boutique d'une petite épicerie familiale. C'est là que grandit la petite Mireille Aigrose, une enfant frêle aux grands yeux interrogateurs. Mais dans cette maison, l'air est lourd de non-dits et de soupçons. Son père, Marcel, un homme dur et taiseux, ne la regarde pas comme un père regarde sa fille. Il la scrute avec une froideur terrifiante, cherchant sur son visage les traits d'un autre homme. Le terrible secret qui a empoisonné son enfance tient en un seul mot, une insulte silencieuse qui planait au-dessus de son berceau. Bâtarde. Marcel était persuadé que Mireille n'était pas de lui, mais le fruit d'une liaison supposée de sa femme avec un marin de passage. Cette suspicion a creusé un fossé infranchissable entre le père et la fille. Il ne la battait pas, pire que cela, il l'ignorait ou lui faisait sentir qu'elle était une étrangère sous son propre toit, une erreur de parcours, une enfant du péché qui n'aurait jamais dû naître. Cette violence psychologique a laissé une empreinte indélébile sur son âme. Mireille a grandi avec la conviction déchirante qu'elle devait payer sa place sur terre, qu'elle devait expier la faute de sa simple existence. C'est ici que s'est forgé son caractère d'une résilience hors du commun. Pour survivre au manque d'amour paternel, elle a décidé de devenir irréprochable, solaire et indispensable aux autres. Elle s'est jurée de transformer cette honte originelle en une lumière aveuglante. Elle voulait tellement briller que même ce père indifférent serait forcé de la voir. C'est cette soif désespérée de reconnaissance qui l'a poussée à quitter Toulon pour Paris, avec rien d'autre que son courage et cette fragilité cardiaque qu'elle dissimulait déjà. Elle voulait conquérir le monde pour combler le vide laissé par un père absent, mais ce besoin pathologique d'être aimée, d'être validée par une figure masculine forte, allait devenir son talon d'Achille. En cherchant à fuir l'ombre de Marcel, elle courait sans le savoir vers un destin où l'amour exigerait d'elle le sacrifice ultime. Elle pensait avoir laissé ses démons à Toulon, mais à Paris, alors que sa carrière explosait et qu'elle devenait l'icône que nous connaissons, une rencontre allait tout faire basculer. Elle allait croiser le regard d'un homme aussi blessé et magnifique qu'elle, un homme pour qui elle serait prête à renoncer à la chose la plus précieuse qu'une femme puisse espérer. Dans le Paris effervescent des années 60, Mireille
est devenue une reine. Elle est la grande sauterelle, cette blonde incendiaire qui bouscule les codes, rit aux éclats et incarne la femme moderne et libérée. Le cinéma français se l'arrache, le public l'adore, mais la gloire n'était que le prélude à la véritable rencontre de sa vie. En 1968, sur le tournage du film Jeff, elle croise le regard d'acier d'Alain Delon. Ce n'est pas un coup de foudre immédiat, c'est quelque chose de plus profond, de plus grave. Deux écorchés vifs se reconnaissent. Ils deviennent instantanément le couple le plus glamour de France, l'incarnation de la beauté et du succès. Pendant 15 ans, Mireille ne sera pas seulement sa compagne, elle sera son architecte, son rock, celle qui apaise les tourments de l'acteur, celle qui dessine les plans de leur maison de Douchy, celle qui construit un foyer pour cet homme qui, comme elle, avait soif de racines. Pourtant, derrière les photos sur papier glacé et les sourires complices sur les tapis rouges, un drame intime se jouait, un drame biologique contre lequel tout l'argent et toute la célébrité du monde ne pouvaient rien. Alain Delon, cet homme de clan, rêvait plus que tout de paternité. Il voulait transmettre son sang, perpétuer sa lignée. Mireille, elle, brûlait d'envie de porter son enfant, de sceller leur amour par une naissance. Mais son cœur, ce cœur maudit depuis l'enfance, en a décidé autrement. Le verdict des médecins, et notamment du professeur Cabrol, est tombé comme un couperet froid et sans appel. Une grossesse serait fatale. Son cœur malade ne supporterait pas l'afflux sanguin nécessaire pour porter la vie. Elle se retrouvait face à un dilemme inhumain, choisir entre sa propre survie et le bonheur de l'homme qu'elle aimait plus que tout. C'est là que réside la première grande douleur qu'elle a dû affronter. Elle a vu le désespoir grandir dans les yeux d'Alain. Elle a compris, avec une lucidité déchirante, qu'elle ne pourrait jamais lui donner ce qu'il désirait le plus au monde. Ce n'était pas un manque d'amour qui allait les séparer, mais un excès de réalité. Avec une dignité bouleversante, Mireille a accepté l'inacceptable. Elle a compris qu'elle devait le laisser partir pour qu'il puisse devenir père ailleurs. Imaginez la force qu'il faut pour s'effacer, pour laisser la place à une autre femme, non pas parce qu'on n'aime plus, mais parce qu'on aime trop. Elle a perdu l'homme de sa vie à cause d'une valve cardiaque défaillante, une injustice biologique qu'elle n'a jamais pardonnée à la nature. Mais alors qu'elle pensait avoir touché le fond en se retrouvant seule, le destin cruel et insatiable lui réservait une épreuve encore plus violente, car à peine avait-elle perdu son amour que la vie allait tenter de lui briser le corps tout entier. Ce qui s'est passé ensuite, sous un tunnel sombre en Italie, allait transformer l'icône de beauté en une martyre de chair et de sang. Le 7 juillet 1983, le destin frappe à nouveau brutalement sous la voûte sombre du tunnel du Val d'Aoste en Italie. Dans un fracas de tôle et de verre brisés, la voiture de Mireille est percutée de plein fouet. Le choc est d'une violence inouïe. Celle qui était l'incarnation du mouvement et de la grâce se retrouve prisonnière d'un corps en miettes. Sa colonne vertébrale est fracturée, sa cage thoracique écrasée. Allongée sur un lit d'hôpital à Genève, immobile, le corps enserré dans des corsets de plâtre, Mireille découvre alors le visage le plus hideux de la célébrité, l'oubli. C'est ici que la deuxième grande douleur se révèle, plus tranchante encore que ses os brisés. Le téléphone qui sonnait autrefois sans relâche pour lui proposer des rôles devient soudainement muet. Le silence qui l'entoure est assourdissant. Le monde du cinéma, ce milieu qui l'avait porté au nu, se détourne d'elle avec une froideur mécanique. Pour les producteurs et les réalisateurs, une icône brisée n'est plus rentable. On ne veut pas d'une star abîmée, on ne veut pas voir la souffrance de celle qui était censée vendre du rêve. Elle réalise alors qu'elle n'était pour eux qu'un produit, une image glacée sur papier, jetable dès la première égratignure. Elle se sent trahie, abandonnée par cette famille du cinéma qu'elle avait tant chéri. Mais au milieu de ce désert affectif, une silhouette familière réapparaît, Alain Delon. Bien qu'il soit séparé, bien qu'il ait refait sa vie, il accourt à son chevet, il annule tout, il reste là, à lui tenir la main, à veiller sur son sommeil agité. C'est lui qui sera là encore quelques mois plus tard, lorsque son cœur malade, épuisé par le traumatisme de l'accident, nécessitera une opération de la dernière chance, une opération à cœur ouvert par le professeur Cabrol. Imaginez l'ironie tragique, on doit ouvrir la poitrine de la femme la plus désirée de France pour réparer la mécanique défaillante qui la maintient en vie.
Elle survit miraculeusement, mais elle n'est plus la même. Elle porte désormais sur sa peau la longue cicatrice de l'opération, une ligne verticale qui coupe en deux son décolleté légendaire. Comme pour marquer la fin d'une époque, elle a perdu sa santé, elle a perdu sa place au sommet et elle a cru tout perdre. Mais c'est précisément dans ce silence, dans cette chambre d'hôpital où elle se croyait finie, qu'une colère froide et salvatrice a commencé à gronder en elle. Elle allait bientôt se lever, non plus pour être regardée, mais pour regarder les autres en face. Elle allait troquer sa robe de paillettes contre une arme inattendue pour livrer son ultime combat contre ceux qui l'avaient condamnée trop vite. C'est ici que s'opère la métamorphose la plus spectaculaire. Au lieu de s'effondrer ou de supplier pour des rôles indignes, Mireille Darc a fait un choix radical. Elle est passée de l'autre côté de la caméra. Elle a cessé d'être l'objet du désir pour devenir le sujet qui regarde. Elle s'est lancée dans la réalisation de documentaires sociétaux et c'est là, dans cette nouvelle carrière, qu'elle a trouvé sa véritable voix. Celle qui avait été étouffée par des années de glamour superficiel, elle a choisi de filmer ce que la société refuse de voir. Elle est allée dans les prisons de femmes, elle a tendu son micro aux prostituées, aux malades en attente de greffe, à ceux que la vie a brisés. Pourquoi ces sujets ? Parce qu'au fond d'elle, elle se sentait solidaire de ces abîmés de la vie. En filmant leur douleur, elle apprivoisait la sienne. C'était sa manière, élégante et implacable, de répondre à l'industrie du cinéma qui l'avait jetée. Elle leur prouvait qu'elle n'était pas seulement une blonde écervelée ou une jolie silhouette, mais une femme d'intelligence et de compassion, capable de regarder la misère humaine droit dans les yeux. Et c'est au crépuscule de sa vie, forte de cette nouvelle sagesse, qu'elle a enfin brisé le silence sur les trois grandes ombres qui l'avaient hantée. Elle n'a pas cité de nom avec haine, car elle était trop noble pour cela, mais elle a désigné avec une clarté foudroyante les trois forces qu'elle n'a jamais pu pardonner totalement. Premièrement, elle a pointé du doigt le doute originel semé par son père, ce poison du bâtard qui l'a forcé à courir toute sa vie après une légitimité impossible. Deuxièmement, elle a condamné la cruauté de la biologie, ce cœur traître qui lui a volé la maternité et, par extension, l'homme de sa vie, la laissant avec des bras vides et une chambre d'enfant imaginaire. Et enfin, elle a dénoncé l'hypocrisie du système médiatique, ses amis de beau temps qui l'ont laissé seul face à la mort en 1983, lui apprenant brutalement que dans ce monde de paillettes, on n'aime que ceux qui brillent, jamais ceux qui souffrent. En nommant ses douleurs, elle ne cherchait pas la pitié, elle reprenait le contrôle. Elle signait là sa plus grande victoire, celle de définir elle-même qui elle était, bien loin des clichés réducteurs. Mais alors que son cœur fatigué s'apprêtait à battre ses derniers coups, Mireille Darc avait encore un dernier message à nous transmettre, une ultime leçon de vie bouleversante qui résonne aujourd'hui comme un testament spirituel pour nous tous. Le 28 août 2017, ce cœur qui avait tant battu, tant aimé et tant souffert a fini par s'apaiser pour toujours. Jusqu'au dernier souffle, Alain Delon était là, tenant la main de celle qu'il appelait la femme de sa vie, bouclant ainsi la boucle d'une histoire d'amour que ni le temps ni la séparation n'ont pu effacer. Mais l'héritage de Mireille Darc dépasse de loin ses rôles au cinéma ou ses amours célèbres. Son histoire est un miroir tendu à chacun de nous. Elle nous rappelle que derrière les paillettes et les sourires de façade, il y a souvent des êtres humains qui hurlent en silence. Elle nous a appris que la véritable force ne consiste pas à être invincible, mais à transformer ses blessures en une source de lumière pour les autres. Elle a refusé d'être une victime. Elle a refusé que son père, sa maladie ou l'industrie du cinéma définissent qui elle était. En brisant le silence à la fin de sa vie, elle n'a pas cherché à régler des comptes, mais à nous laisser une vérité essentielle. La gloire est éphémère, la beauté fane, mais la bonté et le courage sont éternels. Aujourd'hui, quand vous reverrez cette robe noire mythique, ne regardez plus seulement le décolleté vertigineux, regardez la femme qui la porte, pensez aux cicatrices qu'elle dissimule et au cœur immense qui battait juste en dessous. Mireille Darc n'était pas seulement une icône française, elle était la preuve vivante que l'on peut tout perdre et rester digne, que l'on peut être brisé et continuer à aimer.
Si l'histoire de cette grande sauterelle au cœur fragile vous a touché, si vous pensez aussi qu'il est temps de regarder les artistes avec plus d'humanité, faites-le nous savoir. N'oubliez pas de vous abonner à Icônes et Silence et de partager cette vidéo pour que la voix de Mireille continue de résonner. Dites-nous dans les commentaires quelle est, selon vous, la plus grande force de Mireille d'Arc. Était-ce sa beauté ou sa résilience face au destin? Nous attendons vos réponses. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour dévoiler ensemble l'histoire secrète d'une autre légende.